On en vient à cet autre titre de l'actualité ce soir. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par les avocats de la défense contre la Haute Cour de justice. L'une des 4 exceptions d'inconstitutionnalité a été agréée par le Conseil constitutionnel. Les 3 autres ont été soit rejetées, soit jugées irrecevables ou mal fondées. Le Conseil estime que les articles 21 et 33 de loi qui créent la Haute Cour de justice sont contraires à la Constitution. C'est donc un nouveau rebondissement dans ce procès dont la dernière audience a eu lieu le 15 mai dernier. La question donc qui se pose, quelle suite à donner pour le procès? Nous sommes avec monsieur Djibrina Ouedraogo, constitutionnaliste, enseignant-chercheur à l'université Ouaga 1. Bonsoir monsieur Ouedraogo. Bonsoir madame, merci beaucoup. Alors quel est l'impact de cette décision du Conseil constitutionnel donc, qui juge contraire à la Constitution l'inexistence du principe du double degré de juridiction? Alors merci bien de me donner l'occasion de me prononcer sur cette question d'actualité. Alors l'impact de la décision du Conseil constitutionnel peut être analysé à un double point de vue. Je dirais d'abord d'une façon générale, mais certainement pour ce qui intéresse les téléspectateurs, de façon particulière par rapport donc au procès en cours relativement donc au jugement donc du gouvernement Tiao. Alors la décision du Conseil constitutionnel, je dirais que sa solution était plus ou moins attendue, puisque quand on regarde la décision qu'elle a rendue l'année dernière, en septembre 2016, elle avait donc déjà dessiné les signaux en nous disant que le double degré de juridiction constituait donc un principe fondamental de procédure. Donc on s'attendait plus ou moins à ce que le Conseil nous dise que les articles 21 et 33 sont bien entendu contraires donc au principe du double degré de juridiction. Par contre, là où la décision du Conseil constitutionnel, je dirais, insatisfaisante, c'est parce qu'elle ne donne une suite par rapport donc à l'instance en cours. Oui, parce et justement, que, quelle suite on peut donner? Donc n'oublions pas que là, justement, comme vous le dites, la requête a été donc posée aussi par la Haute Cour de justice. Et donc le Conseil constitutionnel, dans sa solution, ne dit pas à la Haute Cour de justice qu'est-ce que vous devez faire comme suite. Donc la Haute Cour, finalement, se retrouve dans un embarras, puisqu'elle ne sait plus dans quelle formation elle statue. Est-ce qu'elle statue en premier dernier ressort, comme c'était le cas donc dans les dispositions qui viennent d'être invalidées, ou est-ce qu'elle statue en premier ressort, quitte à ce qu'on nous trouve une juridiction supérieure. Est-ce que la Haute Cour elle-même, elle est encore valide? La Haute Cour est encore valide, puisque le Conseil constitutionnel il rejette l'argumentation selon laquelle la formation de la Haute Cour est contraire, donc n'est-ce pas, n'est pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Donc, ce qui aurait été peut-être plus indiqué que le Conseil constitutionnel nous dise pour la circonstance qu'il fasse, il nous donne une solution de circonstance, en exemple, pour l'instance en cause, la Haute Cour de justice peut statuer, quitte à ce que sa décision soit soumise en appel ou en cassation à la Cour de cassation, qui, en tant que juridiction supérieure de l'ordre judiciaire, est aussi gardien donc des libertés individuelles. Et est-ce qu'une relecture de la loi s'impose, justement? Alors, cela fait partie donc de ce que j'appelais donc les impacts à caractère général, puisque le rôle du Conseil constitutionnel, justement, c'est de constater si une disposition d'une loi est ou non contraire à la Constitution. Vous parlez tout simplement si elle respecte ou non les principes qui sont définis dans la Constitution. Et le Conseil constitutionnel, son rôle, on va le dire, c'est un peu l'image qui est donnée par l'ancien président du Conseil constitutionnel français, Jean-Louis Debré. Il disait que nous, au Conseil constitutionnel, on a la gomme, mais on n'a pas le crayon. Donc le Conseil constitutionnel, dès qu'il rend sa décision, il revient à l'Assemblée nationale d'apporter donc de nouvelles dispositions qui soient conformes à la Constitution. Et là, le Conseil constitutionnel aurait pu, même s'il n'a pas le crayon, il aurait pu orienter la décision du Conseil constitutionnel, parce que les constitutionnalistes savent ce qu'on appelle l'interprétation directive. Il dit à l'Assemblée nationale, vous pouvez prendre une disposition dans ce sens. Et l'Assemblée nationale, qui a normalement le crayon, prend la décision de sorte qu'on n'ait pas encore à revenir vers le Conseil constitutionnel pour apprécier cette fois-ci encore la constitutionnalité des nouvelles dispositions. Et justement, c'est de ce point de vue que la décision reste une décision assez partielle. Je dirais que le Conseil constitutionnel n'a certainement pas achevé son office, parce qu'il aurait fallu qu'il aille un peu plus loin. On peut effectivement encore revenir sur les motifs de la décision, parce que la solution, certes, elle est importante, mais les motifs qui commandent la décision, puisqu'on dit que les motifs sont le soutien nécessaire de la décision et en constituent le fondement même. Et quand on lit les motifs de la décision, alors on reste sur sa fait, on tombe même des nues, parce que le Conseil constitutionnel avance des arguments qui tendent à laisser croire que
il a abouti à une décision un peu tirée par les cheveux. Si le temps permet, on peut revenir... malheureusement, le temps ne nous permet pas, mais forcément, nous reviendrons plus en détail sur justement ces termes assez techniques. Nous reviendrons de façon plus éducative dans nos prochaines éditions. Mais merci à vous, Monsieur Ouedraogo, d'avoir été sur ce plateau pour donner votre lecture en tant que constitutionnaliste sur donc la décision du Conseil constitutionnel.